L'Aliyah, le retour en Israël. Pour beaucoup, c'est le rêve de toute une vie. Mais voilà, très vite, on se pose des questions très concrètes. Et mes revenus à l'étranger, qu'est-ce qu'ils deviennent? Mes investissements et surtout les impôts. Allez, on va démêler tout ça ensemble. Et c'est vraiment la question centrale. D'un côté, il y a le cœur, l'émotion, le grand projet. Et de l'autre, il y a le portefeuille, des préoccupations bien réelles. Est-ce qu'on peut vraiment faire son alia sans devoir sacrifier sa sécurité financière, surtout quand on a des activités ou des biens qui restent à l'étranger? C'est un vrai dilemme, on est d'accord. Ce doute, cette hésitation entre l'envie de rentrer et la peur de l'inconnu financier, il est tout à fait légitime. D'ailleurs, c'est une inquiétude que partagent quasiment tous ceux qui envisagent de faire le grand saut. C'est vrai, l'envie de faire son alia, elle est super forte. Mais soyons honnêtes, les questions d'argent, de fiscalité, ça peut vite ressembler à un mur infranchissable. On se met à tout calculer et parfois, l'enthousiasme du début retombe un peu. Alors comment on fait pour surmonter cet obstacle? La très bonne nouvelle, c'est que l'État d'Israël a pensé à tout ça. Il a mis en place un cadre fiscal vraiment avantageux, taillé sur mesure pour les nouveaux immigrants. Et tout repose sur un chiffre, un seul chiffre clé. Ce chiffre, c'est le 10. 10 ans. C'est simple, mais ça change absolument tout. C'est une décennie que peut vraiment faire toute la différence pour une installation réussie et surtout sereine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces 10 ans? Eh bien, c'est le cœur du système. Pendant une décennie entière, les nouveaux immigrants, qu'on appelle les Olim Hadashim, ne payent aucun impôt en Israël sur la majorité de leurs revenus qui viennent de l'étranger. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour les résidents de retour, c'est-à-dire les Israéliens qui reviennent après avoir vécu longtemps ailleurs. Ok, mais concrètement, ça couvre quoi? Eh bien, imaginez un peu, ne pas payer d'impôt en Israël sur les loyers d'un appartement que vous avez à Paris, sur des dividendes d'actions américaines ou même sur des royalties pour un brevet. C'est exactement ce que cette loi permet. Et la liste est encore longue. Et là, attention, il y a un point super important que beaucoup de gens ignorent. Cette exonération, elle ne concerne pas seulement les biens que vous aviez avant de faire votre alia. Non, non. Elle s'applique aussi aux nouveaux actifs que vous pourriez acheter à l'étranger après vous être installé en Israël. C'est un avantage énorme. Bon, maintenant abordons un cas un peu plus technique, on va dire, mais qui concerne énormément de monde. Je veux parler des revenus mixtes. C'est typiquement le cas des entrepreneurs, des consultants, des artistes, bref, de tous ceux qui jonglent entre des clients en Israël et des clients à l'étranger. Du coup, la question est toute simple. Comment on fait le tri? Comment on calcule la part des revenus qui sera taxée en Israël et celle qui, grâce à la loi, ne le sera pas? Alors pour ça, la loi est assez bien faite. Elle donne deux options. La première, c'est la méthode du prorata, un calcul simple basé sur le temps de travail. La deuxième, c'est la méthode de la démonstration, qui est plus souple parce qu'elle s'adapte à la réalité économique de votre activité, mais qui demande d'apporter des preuves. D'abord, la plus simple, la méthode du prorata. Franchement, le principe est super facile à piger. On regarde combien de temps vous avez travaillé hors d'Israël sur l'année, en pourcentage. Et puis, on applique ce même pourcentage à vos revenus. C'est cette partie-là qui sera exonérée d'impôts. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. Un développeur web. Sur une année, il passe la moitié de son temps à travailler pour des clients israéliens et l'autre moitié pour des clients à l'étranger. Le calcul est vite fait, 50% de son temps pour l'étranger, donc 50% de ses revenus totaux seront exonérés. Simple, non? Oui, mais et si cette règle du prorata, elle ne colle pas du tout à la réalité de votre business? C'est là qu'intervient la deuxième option, la démonstration. Vous pouvez proposer une autre clé de répartition, un autre calcul, mais attention, là il faut avoir un dossier en béton, parce qu'il va falloir convaincre le fisc israélien. Bon, on a vu la loi, les options. Mais en pratique, on fait comment pour que tout se passe sans accroc? Pour bien profiter de ces avantages, en fait, tout est une question d'organisation et surtout d'anticipation. Pour une transition douceur, en fait, ça tient en 3 mots, 3 réflexes à avoir. Anticiper, conserver et s'informer. Voyons voir ce que ça signifie. Le premier conseil, et c'est sans doute le plus important, anticiper. Il ne faut pas se mentir, la fiscalité internationale, c'est un vrai casse-tête. Le mieux, c'est de contacter un expert, un spécialiste, plusieurs mois avant même de faire ses cartons. C'est la seule façon de bien préparer le terrain et de choisir les options qui sont les meilleures pour vous. Deuxième réflexe, qui va avec le premier, on garde tout. Je dis bien tout. Les billets d'avion, les factures, les contrats, les relevés, il ne faut rien jeter. Tous ces papiers, ce sont des preuves en or qui vous permettront, le jour J, de justifier vos activités et la répartition de vos revenus. Et le dernier point, qui est une règle d'or, rester à jour, s'informer. Les lois fiscales, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça bouge tout le temps. En gardant un œil sur les nouveautés, on s'évite bien des mauvaises surprises. Donc pour résumer tout ça, l'idée c'est vraiment que la fiscalité ne soit plus vue comme un obstacle ou un frein à votre projet d'ALIA. Avec la bonne préparation, ce rêve est bien plus accessible qu'on l'imagine. Le message à retenir, il est là. Oui,
C'est tout à fait possible de rentrer en Israël, de réaliser son rêve, sans pour autant devoir tirer un trait sur les revenus qu'on a mis des années à construire à l'étranger. En fait, il faut vraiment voir cette loi comme une main tendue, un coup de pouce. Elle a été pensée pour accompagner ce projet de vie, pour permettre de le concrétiser dans les meilleures conditions possibles. Au final, la loi, ce n'est qu'un outil puissant, certes, mais un outil. Alors la vraie question, ce n'est plus est-ce que c'est possible, mais plutôt comment vais-je me servir de cet outil pour bâtir mon projet. Et la réponse, bien souvent, elle commence par une bonne préparation. Merci beaucoup.